Donc, sans trop tarder, il me revient le plaisir de modérer la troisième et dernière rencontre, le troisième panel, qui est consacré à l'EAC, à l'éducation artistique et culturelle, dans son rapport avec le paradigme numérique. Vous l'aurez compris, c'est le cœur de cette rencontre qu'on va attaquer à la fin de la journée. Donc, vous êtes assez fatigués pour être bienveillants par rapport aux interventions des uns et des autres. Alors pour ma part, je me permets une petite introduction en la matière pour un petit peu domestiquer quelque part les deux concepts qui vont être au cœur des interventions, à savoir bien évidemment l'éducation artistique et culturelle et surtout le paradigme numérique et ce qu'on entend finalement par cette appellation, qu'est-ce qu'elle englobe, quelle réalité, quels outils, etc. Alors, dans un article emblématique qu'elle écrit à la fin des années 50, la philosophe allemande Hannah Arendt se consacre à l'éducation et elle écrit un texte emblématique aujourd'hui, La crise de l'éducation. La philosophe y relate les effets néfastes de la modernité sur les sociétés occidentales et en l'occurrence celle américaine. Elle distingue avec force l'importance du maintien des limites entre la sphère privée et la sphère publique afin de respecter les conditions de la croissance vitale des enfants. Cette frontière, dit-elle, est vitale du fait de la constitution de l'être. Arendt situe en effet l'école dans un emplacement intermédiaire entre ces deux sphères, privée, publique. Le privé étant la famille, le public étant le monde. La question de la tradition et de l'autorité trouve tout leur sens et toute leur utilité dans le monde que décrit Arendt. Chaque génération nouvelle est porteuse de l'espoir de remettre le monde en place. Je cite la philosophe, pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut le remettre constamment en place. Alors, 2 décennies plus tard, un autre philosophe, Jean-François Lyotard, s'attaque à la question de la postmodernité. On retrouve ce concept dans l'argumentaire de notre rencontre. On ne l'a pas beaucoup entendu dans les échanges de ce matin, mais je propose de le mettre justement sur la table. Donc Jean-François Lyotard rend, à travers son écriture, les limites poreuses, ébranlées, d'un monde où les certitudes semblent disparaître, un déséquilibre permanent. Et sur le plan de l'art et de l'expérience esthétique, on assiste à une transition entre un bien fondé du beau, tel qu'il exprime un monde harmonieux, équilibré, etc., qui est substitué par le sublime. Alors le sublime qui exprime l'inconstance, qui exprime la réalité défaillante, etc. En 1985, Jean-François Lyotard est invité à monter une exposition culte intitulée Les Immatériaux au Centre Georges Pompidou. C'est une exposition réflexive, dans le sens où elle pense, elle s'auto-analyse et pose avec insistance la question de la postmodernité comme un moment de la chute des grands récits du monde. L'art, en effet, pose des questions fondamentales, la conscience politique, les faits sociaux, en mettant en œuvre de nouveaux médiums, des médiums artistiques qu'on retrouve dans cette exposition, l'installation, la performance. L'artiste semble face à une réalité où il dépasse l'objet artistique. Il est dans une forme de réalité, d'expérience, d'expérimentation du fait artistique lui-même. La question de l'éducation qui est au centre de ce panel, comme au centre du colloque, est traitée dans son lien, dans son rapport avec l'art et la culture. On ne justifie pas, et certainement pas moi-même, je ne justifierai pas le bien fondé de l'art à l'école, profitant
de cette période-ci où on a le vent en poupe. Ça n'a pas été toujours le cas. On a toujours dû justifier pourquoi l'art serait la cerise sur le gâteau, pourquoi l'art serait le plaisir qui est parallèle à l'expérience de l'apprentissage. Donc, l'EAC, ou l'éducation artistique et culturelle, apporte un ensemble de faits, la démocratisation de la culture, l'accès direct aux œuvres, la sociabilisation, l'expérience esthétique et j'en passe. Ce matin, notre conférencier Alain Kerlan revenait avec une certaine insistance et à juste titre sur l'importance de la pensée de John Dewey sur la notion de l'expérience. Ce qui nous intéresse dans ce panel, c'est cette expérience artistique dans son rapport avec le paradigme numérique. Qu'est-ce qu'on entend par numérique ? C'est certainement une réalité qui a des sémantiques très différentes selon la génération à laquelle on appartient. Tout simplement, peut-être que pour ma génération, on pensera plus directement aux réseaux sociaux, on pensera aux logiciels, on pensera à la vidéo, on pensera à un certain nombre d'outils technologiques qui ont été investis, ma foi, déjà par les artistes et qui sont au cœur de l'école aujourd'hui, nous annonçant les bienfaits d'une grande transformation. Alors, les intervenants qui sont à mes côtés vont s'arrêter sur cette question du progrès, je l'espère en tous les cas, dans le sens du numérique. Est-ce qu'on doit penser le numérique avec prudence quand on parle d'éducation artistique et culturelle? C'est une question que je pose, dans le sens où l'expérience esthétique étant sensorielle, étant sensible, il y a un risque de dématérialiser cette expérience, ou alors doit-on chanter les louanges de tout ce progrès et dire que ça ne peut qu'amplifier l'expérience esthétique et artistique. En tous les cas, j'aimerais poser une question pour terminer cette introduction qui serait en relation avec la matière. La question de l'expérience esthétique et artistique est en rapport direct avec la matière. Et bien sûr, quand on parle des sens, c'est la matière palpable, touchable, que ce soit une matière touchable ou auditive ou olfactive. C'est la matière que l'humanité a connue depuis tous ces temps-là. Et je me demandais tout à l'heure, en écoutant les uns et les autres, et si on pouvait poser la question du numérique comme matériau, comme matière. C'est-à-dire qu'elle serait au-delà du médium qui permettrait de démocratiser l'art, de rendre accessible l'œuvre, mais elle devient elle-même une façon nouvelle que nous découvrirons, en tous les cas que les générations à venir seraient amenées à composer avec, pour exprimer et même pour vivre leurs propres expériences. Donc avec moi et comme première intervenante, et sans trop tarder, Madame Soumia Mchtia de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Har el-Mehrez, qui va intervenir avec une communication intitulée « Le paradigme numérique dans l'éducation littéraire et artistique, nécessité créant de nouvelles littératies dans le champ didactique ». C'est à vous. Bonjour, merci Madame la Présidente. Je suis heureuse et ravie d'être parmi vous. Je vais démarrer mon chrono parce qu'à la fin, j'ai besoin de 4 minutes pour vous faire partager mon expérience justement du paradigme numérique dans la culture et la littérature à l'école. Alors, Madame la Présidente est aussi travaillée par les bonnes, j'ai envie de dire, les vraies interrogations philosophiques, notamment la disparition de la cité, sphère privée, sphère publique qui a éclaté depuis justement la révolution technologique. Et comme a dit Michel Serres en 2012 dans son livre emblématique « La petite poussette », il disait « Nous sommes face à une génération qui prend le monde à portée de pouce ». D'où notre questionnement premier sur l'échec ou la réussite du paradigme numérique dans l'éducation artistique et culturelle. Avant de commencer, j'ai envie de dire que les soft skills, c'est un terme qui est en train de devenir un délire public.
Moi, j'ai toujours pensé que la seule soft skill, c'est la culture générale. Et j'ai aussi pensé que tout au long de mon expérience en classe, je travaillais les soft skills avec mes élèves sans vraiment savoir ou avoir mis le mot soft skills sur mes pratiques. Donc, je commence sans plus tarder. Nous soulignons dans notre réflexion l'omniprésence croissante du numérique dans la vie quotidienne, en particulier parmi la jeune génération, souvent qualifiée de natifs du numérique. L'émergence de termes tels que cyberdépendance ou nétaholisme est introduite pour décrire l'engagement actif de cette génération dans un espace virtuel caractérisé par un sentiment d'illimité. Cependant, il est regrettable de constater les conséquences de cette immersion numérique, plaçant la jeunesse face à la problématique de se perdre dans les méandres du virtuel et mettant en évidence la difficulté croissante à distinguer le réel du virtuel. Notre réflexion se déclinera en 3 volets distincts. Dans un premier temps, une évaluation critique sera effectuée concernant le succès ou l'échec de l'intégration du paradigme numérique au sein du système éducatif. Ensuite, l'accent sera mis sur la nécessité d'une éducation artistique et culturelle médiatisée par les technologies numériques, particulièrement dans le contexte éducatif contemporain. Enfin, l'analyse se concentrera sur l'approche numérique et ses implications en termes de nouvelles compétences littéraires et communicatives, envisagées comme littératie numérique dans le cadre des processus d'enseignement et d'apprentissage. Premier volet. Dans ce premier volet, l'analyse se focalise sur l'évolution du monde vers une interaction plus intense avec le numérique. Ce changement du paradigme, accéléré par l'essor du numérique depuis les années 90, a profondément influencé l'éducation. La jeunesse d'aujourd'hui est immergée dans un univers numérique presque captivé par les applications et submergée dans le monde virtuel, entraînant des conséquences potentielles sur leurs facultés cognitives et sensorielles. L'urgence d'une adaptation du système éducatif à ce contexte émerge malgré la résistance au changement et le conditionnement persistant à des méthodes d'enseignement traditionnelles. L'inclusion du paradigme numérique offre des opportunités significatives, tant sur le plan conceptuel que dans le processus d'enseignement-apprentissage. Sur le plan conceptuel, il est nécessaire d'approuver l'utilisation systématique des nouveaux supports numériques dans toutes les disciplines, évitant ainsi un anachronisme numérique préjudiciable aux apprenants. Cette approche garantit la citoyenneté numérique en cultivant des compétences essentielles. En termes d'enseignement-apprentissage, l'interaction avec de nouveaux codes iconiques, sonores et gestuels active la réflexion métacognitive et associe les facultés sensorielles. Cette approche, bien que nouvelle et perfectible, nécessite une adaptation tant des enseignants que des apprenants. En somme, l'inclusion du paradigme numérique dans l'éducation n'est plus une option. Il est impératif de comprendre l'impact du numérique sur nos vies et de reconnaître que l'école traditionnelle ne peut plus assurer la transmission du savoir dans ce nouveau contexte. L'approche transdisciplinaire, facilitée par la technologie, devient la clé pour s'initier au savoir émergent et repenser notre rapport au monde. Le cyberespace incarné par Michel Serres sous le nom de Petite Poussette a instigé une métamorphose significative dans la manière dont les jeunes générations absorbent l'information. L'auteur dès 2012 pointait du doigt les transformations cognitives engendrées par l'utilisation intensive de la toile, mettant en lumière une dissociation entre les processus mentaux liés à la lecture traditionnelle et ceux induits par les pratiques numériques. Aujourd'hui, cette virtualité de plus en plus prédominante expose nos jeunes à des contenus en ligne, souvent vides et trompeurs, exacerbant leur captivité sensorielle dans un monde façonné pour leur satisfaction immédiate. Face à cette dérive et au creusement du fossé entre les apprenants et la connaissance, l'intégration du numérique dans l'éducation devient impérative. Nous préconisons un changement radical dans la manière d'enseigner, insistant sur la nécessité d'adopter de nouveaux cadres conceptuels, de maîtriser les outils numériques et d'adapter les approches didactiques. Nous soulignons également l'importance de rendre les contenus littéraires et artistiques accessibles à travers le numérique, dans le but de revitaliser l'intérêt des apprenants pour des supports d'apprentissage plus riches et significatifs.
En outre, ce changement de paradigme éducatif doit s'accompagner du développement de nouvelles compétences, appelées nouvelles littératies numériques, tant pour les enseignants que pour les apprenants. Ces compétences sont cruciales pour naviguer efficacement à travers l'apprentissage numérique et pour instaurer un équilibre épistémologique entre les supports papier et numérique. Enfin, cette transition vers une éducation numérique est perçue comme un levier essentiel pour réconcilier les apprenants avec les humanités, tout en répondant aux exigences d'une génération dont l'attention est fortement sollicitée par les médias numériques. Dans un contexte où la littératie classique fondée sur la lecture et la compréhension de l'information écrite était centrale, l'évolution vers un monde numérique a profondément transformé les pratiques et les compétences requises. La littératie, définie comme la capacité à comprendre et utiliser l'écrit, s'est étendue pour inclure les contenus numériques, entraînant l'émergence de nouvelles formes d'aptitudes et de démarches littératie. L'espace numérique a remodelé nos compétences traditionnelles, appelant à un développement rapide des capacités nécessaires pour appréhender le texte ou le contenu numérique de manière analogue au support traditionnel. Les apprenants sont confrontés à la nécessité de cultiver des compétences telles que la déduction, l'inférence, l'interprétation, la représentation, la correspondance et la logique dans un contexte numérique. La métacognition, une réflexion récursive sur le contenu numérique, devient cruciale, rappelant la sagesse ancienne de Confucius sur la vraie connaissance. Je cite, « Veux-tu que je t'enseigne le moyen d'arriver à la connaissance ? Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Savoir qu'on ne le sait pas, c'est savoir véritablement. » La littératie numérique élargit le champ des compétences, introduisant un nouveau contexte dans l'enseignement. Cependant, la question de son existence effective dans notre système éducatif demeure. Nous ne cherchons pas à dénoncer son absence ou son existence, mais plutôt à poser les bases d'une pratique numérique potentielle impliquant des changements substantiels. Notre recherche souligne les obstacles potentiels, notamment la nécessité d'équipement, la réticence des enseignants attachés aux méthodes traditionnelles et la nécessité de former progressivement les apprenants en nouvelles compétences. Nous mettons en lumière les inégalités possibles découlant de ces pratiques numériques, soulignant l'accès inégal à Internet et les difficultés rencontrées par les apprenants dans l'acquisition des nouvelles compétences. En fin de compte, notre étude appelle à élaborer un cadre conceptuel précis, englobant les aspects techniques, didactiques et pédagogiques pour garantir le succès de la littératie numérique. L'adaptabilité, notamment au niveau primaire, apparaît comme une clé pour surmonter les obstacles potentiels et intégrer efficacement ces nouvelles compétences dans le champ disciplinaire numérique. Je conclus. Les résultats de notre recherche mettant en relief l'importance cruciale de l'enseignement numérique dans un monde largement digitalisé, nous avons examiné les défis auxquels sont confrontés nos apprenants, notamment les distractions omniprésentes dans l'espace numérique. Les résultats de notre étude préconisent une approche numérique de l'enseignement du texte littéraire et des contenus artistiques pour revitaliser la lecture. S'engager dans le processus de connaissance littéraire et artistique à travers la textualité électronique. Face à la possibilité du déclin du monde de Gutenberg, symbolisé par l'impression et la textualité écrite, nous avons affirmé que l'écran n'a pas éliminé l'écrit, mais en est devenu le support numérique et, comme vous avez dit, la matière tout à l'heure, rendant l'écrit plus accessible. Plutôt que la mort du livre ou du lecteur, nous observons une prolifération de contenus pertinents se mêlant à une surabondance de contenus insignifiants. Conséquence, nous avons préconisé l'extension numérique aux livres et à la connaissance en général, soulignant la nécessité d'une résilience intellectuelle. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'ai envie de vous dire que je travaille actuellement dans une école d'épanouissement où j'ai un peu de temps, madame. Et j'anime des ateliers, notamment de théâtre, de poésie. J'ai enseigné la poésie à des élèves qui étaient réticents, récalcitrants à la poésie. J'ai travaillé sur Jules Supervielle. Et c'était vraiment des séances tellement gratifiantes que j'en revenais pas que ces élèves ils sont arrivés à aimer le verbe poétique. Et sans plus tarder, j'aimerais bien que notre technicien puisse vous partager quelques vidéos avec mes élèves dans le centre d'épanouissement Omeyemen de Fès. Vous allez voir que nous avons écrit 4 pièces théâtrales l'année dernière. Nous sommes sortis avec un livre, des poèmes et aussi des haïkus. Merci pour votre attention.
1, 2, 3. Donc nous avons une séquence de la pièce, le respect de la différence. À toi, Tara. Quelle est ton histoire, madame? Je ne veux pas raconter mon histoire en public. Laissez-moi en paix. Je vois pas si elle va la question. Tiens, idiot. Oups. Je m'appelle Amine. Et je suis à l'école. Il est un idiot. Mais voilà, on t'assoit. Et toi, elle, tu n'es pas un idiot. Passe là-bas, s'il te plaît. Voilà, là-bas, si c'est de me le répéter. Donc, j'ai pris l'habitude. Bravo. بلاتي انا كنت كنحبد هاد سميتو شي شويه لتحت باش تكون عندنا اكسبوزيسيون بلوز انتيريسون واخا هادي سخرتو هي هادي تعمر تبقى خاويه سي بون صافي اولا نزيدو في لا كومبوزيسيون شي حاجه هكا سي بون بارفي يلا هادي خير. En fait, madame, je trouve que la scène ne peut pas être dans une bibliothèque. Car si Aja n'est pas la lecture, elle ne sera pas déjà dans la bibliothèque. Parce qu'il a dit qu'il va surtout chercher les ordinateurs pour jouer. N'est-ce pas? Là aussi c'est possible parce que nous avons accès au PC Dans la bibliothèque et aussi nous avons accès à Internet. Donc elle était là pour jouer. C'est possible. Tu as une autre idée? Très bien, merci. Dans le commentaire, médecin. 1, 2, 3, vas-y Aïcha. On a tous travaillé sur nos scènes, donc on sait combien il nous faut des efforts, donc on les encourage et on leur dit de chance. Bravo. Moi j'aime bien, aujourd'hui j'ai remarqué qu'il y a eu un changement de lexique par rapport à la première fois, vous vous rappelez? Quand j'ai demandé à ce que vous fassiez des commentaires, il y a une petite friction entre, je pense, avec Hay et Aïcha, n'est-ce pas? Non, c'est pas. Et Tara aussi, parce que je voulais dire, bien ce que j'avais dit l'autre fois, c'est qu'il fallait commenter avoir un commentaire ou une critique constructive. Et cela rejoint notre club de valeurs, le respect de l'autre. Et si tu as envie de faire un commentaire, tu le dis dans un langage bienveillant, n'est-ce pas? Et vraiment, je suis fière de vous, sincèrement. Vous me donnez des frissons, vous savez? Tout ça, c'est grâce à vous, madame. Oui, mais aussi parce que vous aussi, vous êtes disposé à le faire, sincèrement. Bravo. Si vous avez appris ça, vous avez réussi dans la vie. La bienveillance envers l'autre, c'est très très important. N'est-ce pas? Bravo. Bien, merci docteur Mouchkia. Je pense qu'on est à chaque fois qu'on avait l'occasion aujourd'hui de voir en image un atelier ou une rencontre où il y a une restitution de l'expérience, on est saisi par la force de ce moment et que pour avoir pratiqué des résidences avec des artistes et avec des étudiants dans différents milieux, il est clair que c'est des moments... c'est des moments où il se passe quelque chose au-delà de ce qu'on peut enseigner ou inculquer par des contenus rigides. Donc je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure, votre insistance sur le fait d'approuver les usages du numérique. Et afin d'éviter un anachronisme, peut-être que tout à l'heure, une des questions vous invitera à expliquer. En tous les cas, moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous entendez par cet anachronisme, entre quoi et quoi. Et vous avez aussi souligné l'importance de la transdisciplinarité dans toute expérience artistique et esthétique dans l'école. La transdisciplinarité est au cœur des pratiques. Et puis... la question de la lecture et de la littérature et comment le numérique peut devenir un levier pour ceux
qui n'ont pas la possibilité de vivre ce tremplin dans la construction de l'être, le numérique, vous le disiez tout à l'heure, peut apporter une solution. Alors, sans trop tarder, je donne la parole à notre deuxième intervenante, Fatima Mqded, qui nous vient de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat, et qui propose d'intervenir avec un propos intitulé « Éducation et société postmoderne. L'éducation artistique parviendra-t-elle à creuser son sillon en dépit des contingences de la société postmoderne ?» Salut. Merci Madame la Présidente. Donc j'attaque directement ma communication. La postmodernité a bouleversé la vie humaine par son mode de pensée qui conteste le positivisme établi par la modernité au bénéfice d'une perspective qui considère comme priorité la divergence des points de vue, la dénégation d'une vérité absolue et l'approbation de la diversité des croyances tout en tenant compte de la voix des minorités. Il s'est imposé aussi par la révolution technologique de grandes envergures et sans précédent. C'est une réalité qui est chamboulée notre quotidien, convertit véritablement les conjonctures et les états d'être en termes de motivation et des attentes individuelles et collectives. Là, je vais m'attarder sur les réseaux sociaux comme figure emblématique de la postmodernité. La particularité des réseaux sociaux réside dans leur capacité à permettre aux utilisateurs de partager un nombre infini d'informations dans un temps record, en dépit de la distance géographique. De ce fait, ils sont devenus un phénomène social incontestable en raison de leurs multiples avantages, à savoir la constitution du sens de communauté, le sens d'appartenance virtuelle, il est toujours virtuel, la démocratisation de l'information et du savoir. Néanmoins, ces mêmes prérogatives dissimulent des anomalies pouvant nuire aux usagers et constituant une catastrophe. Un grand amalgame réside décidément dans le fait que les frontières entre savoir et information sont en train de s'embrouiller. Ce qui signifie que cette forme de communication s'hypertrophie en dehors du contrôle des humains, vu qu'ils n'auraient plus de maîtrise et de domination sur le pouvoir et l'influence qui est l'influence pardonnez-moi, de domination sur le pouvoir et l'influence du virtuel. Là, je me pose une question. Où voulons-nous aller? Étant professeur, cette question me fait mal à la tête, parce que à chaque fois que je la pose, je n'ai jamais une réponse concrète, une réponse suffisante. Alors, il est donc temps et grand temps au Maroc de définir l'apport Il est donc grand temps au Maroc de définir l'apport des modèles pédagogiques qu'offrent plusieurs pratiques sportives, artistiques, sociales, environnementales à l'univers éducatif. Dans ce partage, et là j'utilise moi aussi le jargon des réseaux sociaux, je mettrai un bref focus sur l'apport de l'éducation artistique comme une architecture d'action, d'orientation et de recherche, car malheureusement, les réseaux sociaux nous tiennent à la gorge. Et un grand titre à ma communication. La légitimité
de l'éducation artistique face à l'expansion irrépressible des technologies de la communication. Depuis très longtemps, un nombre considérable de recherches et d'études à l'échelle universelle admet le bénéfice d'intégrer les expressions artistiques et culturelles au sein de l'école. Et les voix ne cessent de se multiplier pour les revendiquer comme revenant de droit pour plusieurs raisons. Là, je vais retenir deux. La première, si le postmoderne s'est imposé par son postulat qui s'oppose à la notion de la raison comme vérité absolue, et par la même occasion, il donne le libre cours aux vérités multiples autant qu'au point de vue, est-ce que, au nom de cette liberté incontrôlée, nous ne sommes pas en train de donner à qui que ce soit notre assentiment de publier des contenus infondés scientifiquement et éthiquement et d'accepter volontairement cet état de fait? Et là, je pense particulièrement à la gravité des intentions, des contenus qui ne sont pas toujours conformes à la fragilité des jeunes et à leur sensibilité. Bien sûr, une liberté douteuse et l'éducation ne vont jamais de pair. La deuxième raison, l'humanité a évolué grâce à l'écriture. Et je vous apprends rien. Il s'agit de cette capacité d'établir des relations d'intimité et des connexions avec nos semblables. Bien sûr, à travers les mots. Or, cette subtilité se voit aujourd'hui s'amenuiser au profit des symboles et des images, et je parle là des émoticônes. Les émoticônes, comme vous le savez, c'est un emblème graphique représentatif des états d'esprit et de l'émotivité des internautes. Souvent, ils cherchent à compenser l'absence d'une communication verbale et gestuelle qui, normalement, rend percevables les situations d'échange en relation directe. Donc, avec les émoticônes, est-ce que la postmodernité ne nous renvoie pas aux premiers habitants de la Terre? Probablement que oui. Car si nous remontons dans le temps, nos ancêtres de la grotte n'ont pas trouvé mieux que les signes et les formes imagées pour immortaliser leur gloire comme leurs échecs face à un monde naturel, hostile et énigmatique. L'art rupestre en est témoin. Et là, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. L'envie de s'exprimer sur un mur, je crois, n'est absolument pas la pure trouvaille de Mark Zuckerberg et son invention Facebook. Nos premiers ancêtres ont laissé le récit de leur vie sur les murs des grottes. Émotions, codes, exploits, vraisemblablement, c'était leur volonté de communiquer. Nos ancêtres avançaient vers plus d'autonomie et développaient des capacités pour apprivoiser la nature. Les pratiques artistiques les accompagnaient dans leur destinée. Aujourd'hui, les jeunes avancent vers plus de restrictions de leurs mouvements et de leur liberté de réfléchir en se contenant dans l'usage abusif. Et là, je souligne 3, 4, 5 lignes sur abusif des réseaux sociaux et en se perdant dans le flot d'informations tout azimut. Et je réitère ma question. Est-ce que nous sommes devenus l'homme des cavernes? Symboliquement, je présume que oui. Notre caverne d'aujourd'hui, c'est sans contestation les réseaux sociaux. Peut-être nous sommes en train de perdre une des distinctions de l'être humain qui est l'écriture. Nos ancêtres n'avaient que leur corps
leurs émotions et leur imagination pour défier l'hostilité de leur environnement. En toute logique, que demandons-nous aujourd'hui pour défier la facette infeste de la société postmoderne? Rien que notre corps, notre émotion et notre imagination soient parfaitement préservés pour que nous puissions vivre naturellement. En outre, quels sont les outils, sinon les piliers de l'art, si ce n'est l'imagination, l'émotion et le corps? D'autre part, les réseaux sociaux sont devenus une extension de notre identité à l'égal de nos cartes d'identité et de toute autre pièce officielle. La communication virtuelle représente aujourd'hui l'identité numérique des individus. Pour les jeunes, ne pas avoir une vie permanente sur les réseaux sociaux est similaire tout bonnement à ne pas exister. D'une manière regrettable, la postmodernité impose la devise suivante. Je consomme les contenus des réseaux sociaux, donc j'existe. Et si on renverse la donne? Je produis mes propres contenus, donc j'existe. Face à la force que détiennent les réseaux sociaux d'uniformiser le monde, l'éducation artistique détient aussi la force de le multiplier en exhortant chacun à développer sa propre identité. Bien sûr, s'il est réfléchi d'une manière pondérée sur ses fondements, sur ses orientations et sur son adaptation sincère face au développement constitutif des réseaux sociaux, il pourrait en effet être un rempart contre le déchaînement imprévisible de ce moyen de communication. Pourquoi? Eh bien parce que l'activité artistique procure une liberté de mouvement, d'action et de réaction. En réalité, elle suscite une certaine libération physique, psychologique et intellectuelle. Également, parce que l'impact du beau, et là je rejoins M. Alain Kerlan, l'impact du beau change diamétralement la donne. Et l'apprentissage des esthétiques offre un substitut aux fausses valeurs véhiculées par les nouveaux monstres de la communication. L'art et la culture sont en mesure de fournir à chacun l'opportunité de se connecter à sa réalité naturelle et oser approcher le savoir aussi bien avec ses facultés intellectuelles qu'avec son cœur et son corps. La pratique artistique, on est toujours dans la réponse du pourquoi. La pratique artistique et culturelle permet à son utilisateur de se forger un trait de caractère essentiellement basé sur la connaissance de soi et la capacité d'aller vers l'autre, de briser toute forme éventuelle d'isolement et d'enfermement. Dans son sens, elle se caractérise paradoxalement par son caractère destructeur et constructeur. Il est destructeur car il parvient, à travers ses activités, les activités artistiques et culturelles, à démolir les comportements figés, la méfiance, le manque de concentration et discréditer tout conditionnement que peut nourrir la communication virtuelle. Et les constructeurs, puisqu'il permet la constitution d'une meilleure vision de soi, à travers la stimulation de l'imagination, l'acquisition d'un esprit critique et surtout créatif. Ensemble, l'efficacité didactique des arts et de la culture a toujours été incontestable dans le monde de l'éducation pour contrer l'isolement intentionnel et pathologique observé chez les jeunes face à leur écran. Elle contribue également à la consolidation des acquis linguistiques et culturels en dehors de la littératie numérique. Cette dernière, par une utilisation excessive, peut affaiblir la langue et altère le contenu des messages que les jeunes reçoivent chaque jour.
Étant professeur aussi, j'observe cette réalité chaque jour. Le pouvoir qu'exerce la technologie de l'information, surtout sur les jeunes, est incomparable quand ils doivent subir la brutalité de certains messages, les dérives sexuelles, la fausseté des réalités de certaines influences, et ils provoquent des pensées de dévalorisation et de la honte chez les jeunes. L'art, en contrepartie, l'art et la culture, qu'est-ce qu'il fait? Ils forgent tous les deux une stratégie d'immunité. Ils constituent une certaine immunité contre ces aberrations vis-à-vis à ce que les jeunes ressentent et à ce qui s'accorde, et à ce qui s'accorde avec leur réalité. Enfin, pour conclure, personne, je dis personne, ne peut révoquer en doute l'impact de la technologie d'information sur la reconfiguration de notre vie. L'objectif est encore une fois ne pas de s'en débarrasser d'une manière irrévocable de ce dispositif intelligent. Quoi qu'on dise, c'est un dispositif qui nous dépasse et qui est intelligent. Mais, préférablement, saisir l'évolution qui l'accompagne et reconnaître avec perspicacité les moyens d'en tirer profit. En toute logique, s'il n'y a pas lieu de fuir les impertinences des réseaux sociaux, il va falloir s'appuyer sur les arts pour faire apprendre aux jeunes à démêler les informations fallacieuses de celles qui ne le sont pas. Et merci pour votre attention. Merci, professeur Mokdad. Nous avons toutes et tous suivi la force avec laquelle vous avez exprimé votre dépitement face à une certaine réalité de l'hégémonie des réseaux sociaux. Vous avez d'abord souligné la force de cette révolution technologique qui transforme quotidiennement notre vécu, notamment par la réalité des réseaux sociaux, qui instaurent une notion de communauté, d'accessibilité de l'information, qui paraissent, selon votre dire, de prime abord très rassurants, en tous les cas un pas vers l'avant dans le vécu de l'humanité, mais qui finalement cachent une réalité beaucoup plus sombre, notamment avec l'embrouillement des frontières entre le savoir et l'information, la multiplicité pas toujours rassurante des points de vue. Et vous avez aussi, j'ai noté ça, souligné la fragilité des expressions discursives et narratives et leur appauvrissement quasiment dans l'espace de ces réseaux sociaux. La question du signe et du symbole qui prolifère dans la réalité virtuelle. Vous avez déploré un usage factuel et superficiel du signe dans les réseaux sociaux. J'ai le devoir de défendre l'homme des cavernes, puisque vous avez tout à l'heure souligné ce retour comme une régression. Je pense qu'en tous les cas, l'homme des cavernes de Lascaux n'était pas barbare. Il avait exprimé la force et la présence de l'art dans toute sa splendeur, et bien avant le langage et l'écriture en tous les cas. Voilà, donc sans trop tarder, je donne la parole à la troisième intervention qui va être en langue arabe de notre collègue Abdelkarim El-Farhi de l'Académie الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس مكناس والذي يقترح علينا مداخلة تحت عنوان الجماليات المدرسية والإبداع الرقمي في معنى الجماليات والتعلم من أجل الحياة. تفضل معنا. شكرا السيدة الرئيسة. تحية محبة ووفاء لكم جميعا أيها الحضور الكرام. أعلم جيدا أن الحديث حديث الأماسي خاصة عادة ما يكون ذا شجون يأخذنا من فن إلى فنون. أرجو ألا أقع في قبضة الحديث والشجن ببساطة، لأنني على يقين من أنكم وأنا معكم
قد أخذ منا التعب أيما ما أخذ. أرجو مرة أخرى ألا أقع في قبضة الاستطراد. سأقتصر على بعض ما جاء في الورقة لعلني أكسب رهان الوقت. أستهل كلمتي بمقتبس من ديوان نثري لأرثر رامبو، هو فصل في الجحيم. ورد فيه: وذات مساء أقعدت الجمال على ركبتي فألفيته مرا فهجوته. وصلا بهذا الحديث: هل استوثقنا من أن مدارسنا تكاد تناظر فصولا في الجحيم فلا مندوحة عن ملاحقتها بمرارة اللوم والتقريع. أكاد أجزم بأن حوامل التربية ومحمولاتها من غير جماليات التعلم والتعليم تصير يبابا كأرض محروقة. قبل نسق الصلة بموصولها تتوارد إلى الذهن أمثلة دالة من حكايات إيسوب. مفادها: كان سائق عربة ينقل حمولة ثقيلة عبر طريق موحل جدا إلى أن بلغ منعطفا غاصت فيه عجلات العربة حتى نصفها في الوحل، وكلما واصلت الأحصنة جر العربة ازدادت العجلات غوصا إلى أسفل. عندئذ ألقى سائق العربة صوته وانبطح مبتهلا إلى هرقل القوي، ثم صاح: أي هرقل، أعني في كربتي هذه. خلال هذه اللحظة بالذات ظهر هرقل وقال: ويحك أيها الرجل، لا تنبطح أرضا، انهض وخذ العجلة إلى كتفك، إنما الآلهة في عون من هم في عون أنفسهم. إنما الآلهة هم في عون من هم في عون أنفسهم. وصلا بهذه الاستعارة الأليغورية أقول: ليس ثمة من هو أقدر على إضفاء عطر الجماليات على منظومة التعلم والتعليم أكثر من الفاعلين في المنظومة أنفسهم. إن جمال التربية لا يتكشف إلا لمن يؤمنون بمسرات كامنة في إنقاذ عربة التعلم والتعليم من حضيض الأوحال وقيادتها إلى مرتفعات الجمال. لا شك أيها الحضور الكريم أن الصيرورة إلى التوصيفات الرائقة التي تليق بمدرسة مزدانة بمظاهر الجمال لا يتأتى إليها إلا من طريق جماليات مكنونة في مناهج القراءة والكتابة والتفكير والتعبير والإبداع والتواصل واللغة والفنون والعلوم، وفي أساليب التمثيل والتخييل والتدليل والحجاج والبرهنة والقياس، وفي قيم النظام والانتظام والاعتدال والتآلف والتشارك والتواصل، وفي استدماج التعلم الرقمي وتنمية الحس الفني والحكم الجمالي والوعي البيئي والأخلاقي، وهو ما دعوناه على جهة الإجمال الجماليات المدرسية. أولاً نحو جماليات مدرسية. لو لم يكن مرتقى الجماليات المدرسية صعباً لما غاصت عجلات العربة في منعطف ما من الطريق إليه، غير أن لكل مرتقى كلفة واستعساء. إن فن التربية ينبغي أن ينظر إليه لا بوصفه وظيفة، بل بوصفه فناً أو صنعة جمالية. وحيث إن الجمال في عين الرائي، فإني أكاد أجزم بأن فعل التجميل يعني في أحد أوجهه أن تغمر زنزانتك الحزينة والمظلمة بالضوء، أو أن تستنقذ عربة حلمك من حضيض الوحل وترتقي بها إلى مرتفعات الأمل. في نقطة ثانية: جاذبيات العرض الجمالي. تتمازج الألوان وتتناغم الأشكال في الطبيعة ضمن ما أسماه أدولف بورتمان العرض الذاتي. وصلا بهذا الحديث وبالموازاة مع الغرض الوظيفي، ما الذي يمنع المدارس
من أن تستدمج بعد العرض الذاتي إلى جانب أبعادها الوظيفية. هل تستطيع المدرسة أداء متطلباتها الوظيفية من غير جاذبية وتأثير؟ أرجح أن التراجع في مؤشرات الأداء الوظيفي للمؤسسات التعليمية له علقة من إحدى النواحي بضمور جاذبيتها وسحرها التأثيري والاستقطابي. إن جاذبية الفيلم الوثائقي الرائق في التعلم الرقمي على سبيل المقارنة لا تقتصر على المعلومات التثقيفية والتعليمية فحسب، بل بالنظر إلى ما يحتويه من سحر الصورة أيضاً. على المدرسة أيضاً أن تستلهم سحر المزاوجة والمؤالفة بين النفعي والجمالي، بين الوظيفي والقيمي، بين العقلي والوجداني. قرر أنطونيو داماسيو أن كل معرفة تتضمن عاطفة، وفي المقابل ينطوي كل شعور جمالي على معرفة. إن المعرفة بغير عطر جمالي تجعلنا غير مبالين، إذ لا يمكن للمرء التعلم إلا من خلال المتعة والاستطابة والذوق والعاطفة. على المدرسة أن تعيد ترتيب خيارات مرتفقيها من التعلم والتعليم من أجل الامتحانات والنقط العددية والشهادات إلى التعلم من أجل الحياة. في نقطة ثالثة في جماليات الحياة المدرسية، كتب ميشيل دو مونتين في إحدى مقالاته: أريد أن يكون كتاب الدنيا هو كتاب تلميذي ضمن نهج تجزئي يهيمن فيه التخصص، أتحدث بالنظر إلى واقعنا، ضمن نهج تجزئي يهيمن فيه التخصص والفصل بين الشعب والمسالك والمواد. تعد في نظري الحياة المدرسية الكتاب الأنسب والأرحب والأخصب الذي يمكن للمتعلمين أن يقرأوا فيه بعض أوجه الحياة المركبة، كما يمكنهم استثمار هذا المقروء من أجل تنمية حسهم الجمالي. إن الحياة المدرسية والأندية التربوية والأنشطة المندمجة والتعلمات الرقمية تفتح مجالا فسيحا في تقديري لتنزيل مفهوم الجماليات المدرسية. ذكر ريتشارد فاينمان، وهو للإشارة واحد من ألمع فيزيائيي القرن العشرين، وهو في الآن ذاته صاحب المؤلف الشهير محاضرات فاينمان في الفيزياء، قال: عندما كنت في المدرسة الثانوية استدعاني مدرس الفيزياء ذات يوم بعد الحصة الدراسية وقال لي: يبدو عليك الملل وأريد أن أخبرك بشيء مثير للاهتمام. ثم أخبرني بشيء وجدته مبهرا إلى أقصى حد، وقد ظل منذ ذلك الحين مبهرا لي. إنه مبدأ الفعل الأقل، أحد المبادئ العلمية في درس الفيزياء. تعليقا على هذا النص، منذ إذن أحب فاينمان الفيزياء إلى حد الهوس، وصار مفتونا بجمالياته المدهشة، بيد أنه إلى جانب ذلك كان يقول: لا يمكن تطوير الشخصية بالفيزياء وحدها، يجب دمج باقي الجوانب الحياة في عمليات تطوير الشخصية. أتساءل مع نفسي: ماذا عن الأذواق الشعرية للفيزياء فاينمان؟ أجيب: حقيقة ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن، غير أن الشعر في تقديري والموسيقى من حيث هما خطابان جماليان يحاولان أن يعبرا بالكلمات أو بالصوت عما لا تستطيع الفيزياء قوله. أن ننفلت من قبضة النفع يعني أن نمنح لأنفسنا ولمتعلمينا فرصة الاستمتاع بفضيلة الجمال الأسمى. في نقطة رابعة أخيرة، يقصد بالجماليات الرقمية دراسة كيفية تأثير التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الرقمية على إدراكنا للفن وطرق إبداعه، بمعنى
أنها محاولة لاستكشاف الطرق التي تؤثر بها الوسائط الرقمية مثل الصورة المولدة بالحاسوب والتركيبات التفاعلية والواقع الافتراضي وخوارزميات التعلم الآلي على الصفات الجمالية للعمل الفني وتجربة المشاهد. أتساءل: هل ثمة إمكانية لأن تظل المدرسة بعيدة عن التحولات المتسارعة ضمن سياق الجماليات الرقمية؟ أقدر أن الجواب عن هذا السؤال يستضمر إقراراً مسبقاً بحتمية الانخراط في تحولات مفهومية لا مندوحة عن استثمار نواتجها. في ختام كلمتي أذكر أن نحوياً يدعى ديمتريوس صادفه ويتجول في دلفي مجموعة من الفلاسفة جالسين، فقال لهم مستغرباً: إما أنني على خطأ، وإما أنكم لستم خائضين في نقاش مهم كما يبدو من جلستكم الهادئة المرحة. فأجابه هرقليون الميغاري أحد الفلاسفة الذين كانوا في الجمع قائلاً: إن الذين يخوضون في تصريف الأفعال وأصول الكلمات وقواعد الكتابة هم من يتجعد لهم الجبين متى تحدثوا في علمهم. أما المواضيع الفلسفية فهي في العادة تدخل السرور على قلوب من يعالجونها، فلا يحزن لهم منها قلب ولا يكفهر لها وجه. من المرجح أن ذلك النحوي الذي قصد إلى الهزء والسخرية من الفلسفة بوصفها وفقا لما بدا له جدلا صارما لا يخوض فيه الخائضون إلا بوجه عابس مكفهر، بيد أن الفيلسوف الميغاري رد له الصاع صاعين من باب مواجهة الذم بما هو أقذع وألذع. في واقع الأمر وكخلاصة، إنه من الخطأ الجسيم أن يوصف مجال معرفي ما كالفلسفة أو النحو أو المنطق أو البلاغة أو التاريخ أو الفلسفة أو الرياضيات أو الهندسة أو الفيزياء أو علم الأحياء أو غير ذلك من العلوم الإنسانية أو العلوم النظرية أو التجريبية بالاستعصار، فلا يخاض فيه إلا بجفاء. إن من شأن الروح التي تسكن العلوم جميعها أن تستبطن من الجمال ما لا يحده استقراء أو يحيط به استقصاء. شكرا لكم أيتها السيدات أيها السادة على حسن المتابعة، وأرجو أن أكون قد التزمت بالوقت. Shukran, Oustad. Je vais essayer de reprendre un peu le cœur de votre intervention et de la rendre accessible à nos invités non arabophones. Je suis toujours extrêmement admirative de cette capacité que nos collègues arabophones ont de s'exprimer avec des allégories, avec des métaphores, et de construire le sens non pas à la façon cartésienne par un rapport de causalité et de cause à effet, mais de la construire d'une façon très, très rythmique. Donc je pense qu'on peut résumer votre intervention, mais je parle sous votre contrôle, comme étant une idée forte autour du principe de l'école comme espace de la pratique esthétique et artistique, qui est finalement pas seulement qu'un écrin, qu'un lieu qui abrite cette activité-là. Elle devient l'école au-delà, elle est elle-même une expression esthétique. Et vous avez joué sur le fait que le contenant devienne le contenu finalement. Notre collègue a choisi de débuter son intervention par deux citations de référence. La première étant à Rimbaud, hein, vous avez dû reconnaître le nom. L'extrait bien évidemment d'une saison en enfer, et un soir j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Deuxième référence, c'est à la mythologie grecque, donc Hercule, et à cette fameuse phrase « Les dieux n'aident que ceux qui sont une aide pour eux-mêmes ».
Donc ça, c'est un peu l'allégorie qui traverse toute votre intervention pour dire finalement combien l'importance de l'art à l'école ne doit pas être ramenée uniquement à la dimension fonctionnelle de l'éducation, hein, et combien l'expérience esthétique et artistique permet de rendre l'école attractive finalement aussi, de la rendre belle. Donc l'expérience de la pratique esthétique rend l'école finalement elle-même une expérience esthétique. Alors je retiens l'importance que vous avez soulignée de ne pas s'en tenir à une approche fonctionnelle et dans la pratique esthétique et dans l'usage de l'expérience esthétique et artistique dans les contenus, j'imagine, des enseignements, dans les curricula, etc. Voilà, donc je pense qu'avec cela, j'ai un peu rendu avec fidélité votre propos. Je donne sans trop tarder le temps de la rencontre finalement. C'est celui qu'on a eu à échanger avec les intervenants, à poser des questions, à ouvrir aussi des parenthèses. Donc voilà, je ne sais pas si Alain Kerlan, voilà. Merci.